Salut tout le monde, c'est Michelle Zoé et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin, une nouvelle vidéo pour vous parler grossesse, accouchement, postpartum, dépression, nanani, allaitement et tout ce qui s'ensuit. On se retrouve également dans ma nouvelle maison, donc mon nouveau chez moi. Si vous m'avez connu sur YouTube à l'époque, j'étais toujours chez ma mère. Et là, dû à l'arrivée de bébé, il a fallu déménager et trouver un lieu un peu plus adapté. En ce moment même, je suis dans mon salon parce que du coup, c'était l'espace le plus adapté. Là, il y a bébé qui est en face, qui fait sa vie. Voilà, on va enfin pouvoir parler du sujet tant attendu. Alors j'ai tout noté sur mon téléphone. Donc comment ça va se passer? On va parler premièrement de la grossesse, ensuite de l'accouchement, du postpartum et des petits conseils que moi-même j'aurais aimé avoir et savoir avant de tomber enceinte ou pendant. Il y a deux choses importantes avant de rentrer dans le sujet. La première, pour moi, il y a une différence considérable entre vouloir un enfant et vouloir être parent. Avant de se lancer dans cette aventure, il est important que vous vous demandez, est-ce que je veux juste un bébé ou est-ce que je veux réellement un enfant, un futur adulte? Est-ce que je veux être parent? Donc c'est ça la différence pour moi, vouloir un bébé et vouloir être parent. Et selon votre mindset et votre réponse par rapport à cette question-là, ça changera la façon dont vous aborderez ensuite votre maternité ou paternité. Il y a une période de ma vie où je voulais un bébé et je l'ai eu. Stolichi, viens te présenter. Monte. Allez, monte. Allez. Quand j'ai voulu avoir un bébé, j'ai adopté Stolichi, qui veut dire affection. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est mon petit chihuahua que j'ai déjà depuis 3 ans maintenant. Tu peux redescendre. Allez, descends. 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 Allez. Donc ça fait déjà 3 ans que je l'ai. Mais j'ai toujours, en tout cas, voulu être parent. Et on va dire que ça m'est tombé dessus. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas programmé. Mais en tout cas, cet enfant était totalement désiré. Autre chose que je voulais dire avant de rentrer encore dans les détails de cette vidéo. Grosse parenthèse, arrêtez de dire que la grossesse n'est pas une maladie. D'autant plus, vous les femmes qui avez déjà vécu une grossesse, arrêtez de dire ça. Du premier jour où on est enceinte jusqu'à l'accouchement, on est entre la vie et la mort. Des femmes se suicident enceintes à cause de leurs différents symptômes, d'accord? À cause des dépressions, à cause de divers sujets. Il y a énormément de suicides et ça c'est un sujet qui est peu abordé mais qui est important, c'est important d'en parler. Où les femmes vomissent sans cesse, il y a même une femme qui s'est tuée par rapport à ça parce que impossible d'arrêter les vomissements. Des maux de tête, des maux de gorge, des nausées comme si on avait la gastro, des sciatiques. Énormément de symptômes, on perd nos cheveux, on perd nos dents, il y a une femme qui a perdu toutes ses dents à cause du manque de calcium que son bébé prenait. Non, stop, arrêtez de dire s'il vous plaît que la grossesse n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie, ok, mais c'est une phase dans laquelle les femmes se retrouvent énormément fragilisées dans leur santé. Et ça, ce n'est pas négligeable. Voilà. Les deux parenthèses sont terminées, donc la différence entre vouloir un bébé et être parent, être maman, être papa également, et également arrêter de dire que la grossesse n'est pas une maladie. Ensuite, deuxième chose, moi j'ai pour habitude d'appeler mon bébé Poussin sur les réseaux sociaux, donc notamment Instagram, TikTok et Snap, donc ça sera la même ici. Et son papa, j'ai pour tendance à l'appeler Papa Poussin. Mais j'ai la flemme de dire Papa Poussin tout au long de la vidéo, donc on va l'appeler Grégoire. Voilà, Grégoire c'est très bien. Grégoire, c'est pas la on sait même pas c'est qui. J'arrête de m'exciter sinon je vais agiter bébé et bébé va vouloir venir à moi. Bref, on rentre dans le vif du sujet. La grossesse, le premier trimestre. Comment déjà j'ai su que j'étais enceinte? Faut savoir que moi je suis une femme qui a toujours eu des menstruations assez régulières. Donc pendant ma période hors menstruation, j'ai eu des saignements. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça en fait? J'en ai parlé à ma soeur, elle m'a dit, t'es enceinte? J'ai dit non. Elle m'a dit oui, j'ai dit non. J'ai dit bon, il y a un événement assez important de ma vie. J'ai dit après cet événement-là, je vais faire un test de grossesse parce que je n'avais pas du tout envie d'être perturbée. Je fais le test de grossesse est positif, je le montre à Grégoire
Et il me dit, en plus, moi j'étais en train de me préparer pour aller au travail et Grégoire était en train de dire, écoute, me montrer, je crois, un Insta ou un TikTok avec des enfants. Et j'ai dit, bah ça va arriver plus vite que prévu. Et je lui ai balancé le test et le test était positif. Et là, il me dit, oui, ton choix sera mon choix. Pour moi, il n'y avait pas de choix, c'était tout droit, direct. Et puis on s'est lancé dans l'aventure ensemble. Alors, le premier symptôme, les saignements. Le deuxième, perte de libido. C'est comme si mon corps m'avait dit tout ce pourquoi tu as été créée, femme. Ça y est, objectif atteint, on ferme les portes, on ferme les rideaux. Les signaux étaient tous éteints. Un autre symptôme, c'était les nausées. Et dites-vous qu'à cette période-là, je travaillais et les managers de mon ancien travail, je travaillais à Sephora. Si vous regardez cette vidéo, vous allez comprendre, en fait, vous allez comprendre. J'allais sur le terrain, donc sur la surface de vente où on accueille les clients, où on s'occupe des clients. Et à ce moment-là, moi j'étais sous nausée. La seule chose qui pouvait me calmer, c'était les chewing-gums. Le goût de ma bouche me dégoûtait. Plus je parlais, plus ça me dégoûtait. Les chewing-gums, il fallait que le goût du chewing-gum soit neuf. Donc je renouvelais les chewing-gums à chaque fois. Sinon, j'avais qu'une envie, c'était vomir. Il y a même eu un jour où j'étais au travail avec 2 collègues. Ce jour-là, on faisait la fermeture du magasin. Et je me suis dit... Elle m'a dit, ouais, on veut manger Burger King. Et j'ai dit, ben moi, j'ai pas trop envie, mais vas-y. Et moi, je savais, hein, à partir de 2 semaines, je savais déjà que j'étais enceinte. Bon, j'essaye de me faire vite parce que la bébé a envie d'être avec moi. J'essaye aussi de ne pas croiser son regard. Et bon, bref. Donc, vomissement, à cette période-là, je vais au travail. Ma collègue me propose le fameux Burger King, comme je vous le disais. J'avais pas envie de manger ça, mais je dis, vas-y, ok, je mange. Je finis mon plat. Et là, je cours aux toilettes. À ce moment-là, j'ai mon collègue que j'appelle Encourage qui rentre dans les toilettes. Dites-vous que j'ai été tellement vite, j'ai même pas fermé la clé. Il rentre, il me dit, ah, ça va, j'ai fermé la porte. Et je vomis. Je me débarbouille, je me nettoie et tout. Je vais dans les vestiaires pour retourner sur le terrain parce que c'était ma pause. Je retourne sur le terrain. Avant de retourner sur le terrain, je prends la poubelle, je sens que ça veut sortir encore. Et de là, mes collègues me disent, ça va, non, je dis, ouais, je pense que voilà, le repas il est pas passé et tout, machin, tout ça. Une fois que j'ai vomi, je me suis dit, non, franchement, là, ça va pas être possible. Au travail, je peux vomir à tout moment, je peux pas me retenir. Je suis fatiguée, j'ai la nausée, je reste tout le temps debout. Donc à ce moment-là, je me suis dit, no way, arrêt maladie. Ensuite, autre symptôme, je ne supportais pas Grégoire. Il me sortait par tous les orifices. Arrête! Il faut que je le détruise, Ensuite, j'avais une fatigue intense, mon goût dans la bouche qui m'écœurait et je ne mangeais que du salé. Le sucré me dégoûtait. Pas de boisson sucrée, mon thé c'était sans sucre. C'était vraiment le sucre proscrit, pas de biscuits, pas de gâteau, pas de bonbons, tout ça. Ça a fait que pendant ma grossesse, j'avais une super belle peau parce que je ne buvais que de l'eau et l'eau gazeuse. Oh, ça a été vraiment ce qui m'a sauvée, ça m'a sauvée pendant ma grossesse, l'eau gazeuse. Perrier, c'est quoi l'autre encore que j'ai oublié, que je prenais tout le temps là? Attendez, la Sainte Pellegrino. Oh là là, s'ils pouvaient me sponsoriser tellement que j'en ai consommé, c'était une dinguerie, mais ça m'a vraiment aidée. Et ensuite, j'avais énormément de fringales. Donc les fringales, c'est-à-dire que je mangeais jusqu'à ne plus... Enfin si, j'en pouvais encore en fait. Je mangeais jusqu'à... Et j'avais l'impression de ne jamais être rassasiée. Ensuite, il y a eu le 2e trimestre où j'ai eu encore des saignements. Donc à savoir que mes saignements ne se sont pas arrêtés du 1er trimestre, donc du début de ma grossesse jusqu'à la fin. Prise de poids, on commence à avoir un petit bidou tout rond, tout mignon. Des taches pigmentaires. Donc déjà, j'avais pris énormément de couleurs alors que j'étais pas partie en vacances. J'avais limite bronzé, mais c'était pas un bronzage, c'était vraiment un surplus de mélanine. Et j'avais également des taches d'hyperpigmentation au niveau du cou, des aisselles et derrière les jambes, ici. Des douleurs au dos. D'ailleurs, si vous avez des douleurs au niveau du dos, enceinte ou pas, mais en tout cas moi pendant ma grossesse ça a fonctionné, je vous conseille de faire des exercices d'étirement. D'ailleurs Grégoire me proposait souvent de faire ça, mais comme je ne le supportais pas, je l'écoutais pas, voilà, ce qu'il me disait c'était j'en avais rien à faire. Je t'ai demandé quelque chose? Non. Tu t'es demandé quelque chose? Calme, Claude. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Hein? Non. Faire.
Il m'a donné ce conseil-là qui était pas mal, que j'ai fini par faire en regardant 2-3 vidéos YouTube et vraiment ça m'a sauvée. Ensuite, le 3e trimestre, on continue, donc toujours des saignements, prise de poids, plus. Il faut savoir que j'ai pris un total de 20 kilos. Je fais 1m50, je faisais 76, 74 kilos. Le poids de mon petit frère qui fait 1m80, je sais pas quoi là, j'avais le même poids que lui. J'étais une petite boule en fait. Donc là, le 3e trimestre, c'est vraiment le trimestre où j'ai eu le plus de symptômes. Donc j'ai eu les taches pigmentaires, j'ai commencé à avoir des vergetures au niveau de mon ventre, des crampes, pourtant je buvais quand même beaucoup d'eau, mais j'avais des crampes au niveau des jambes, c'était horrible. Fatigue, plus. Autant le 2e trimestre, on a un regain d'énergie. Le premier, on est down. Le 2e, ça remonte. En tout cas, pour ma part, encore une fois, je parle par rapport à ma grossesse. Ensuite, j'avais fatigue intense, brûlure d'estomac, donc c'était horrible. Franchement, pour les brûlures d'estomac, je vous conseillerais de manger des aliments bien spécifiques. Donc, éviter l'ananas, tout ce qui est aliments assez acides, agrumes et des étourdissements. Des fois, je me sentais un peu étourdie. Pour le 3e trimestre, c'est ça. Sincèrement, entre nous, je n'ai pas du tout apprécié être enceinte parce que je trouve ça difficile d'être tout le temps fatiguée, d'être nauséeux. En fait, de pas être sur son plus beau jour, sa plus belle forme, entre guillemets. Mais si c'était à refaire, je le referais. De toute façon, je le referais parce que je veux plein d'autres poussins autour de moi. D'accord ? Mais je n'ai pas forcément apprécié, comme des femmes qui disent « Oh, la grossesse, c'était génial ». Franchement, moi, ça n'a pas été du tout mon délire. Ensuite, on arrive à la 2e partie. Accouchement, comment j'ai sorti le bébé? Je vous explique. Disons qu'on était, entre guillemets, le mardi matin vers 9h. J'étais couchée, je me lève comme ça, je sens de l'eau. Je cours aux toilettes, heureusement, j'étais chez ma mère, ma chambre, elle était à côté des toilettes. Je vais sur les toilettes, je regarde ma culotte et je vois le bouchon muqueux. Je vous ferai pas une photo, allez regarder sur internet ce que c'est. Et à ce moment-là, j'ai dit non, je me suis pas fait pipi dessus. Moi, clairement, je peux avoir envie de faire pipi. Je vais dormir, je me réveille. Faut pas faire ça, hein. Je me retiens, je sais me retenir. D'accord, j'ai une capacité à me retenir exceptionnelle. Je me suis dit non, je me suis pas pissée dessus. Je me suis pas pissée dessus. Donc là, on est le mardi. Mais comme je vous ai dit, Grégoire, je pouvais pas le voir, la moindre chose qu'il faisait, ça m'insupportait. Donc, il me semble qu'à ce moment-là, Grégoire et moi, on était fâchés. En fait, il savait pas que j'étais fâchée avec lui, mais moi j'étais fâchée avec lui, ok? Je ne sais même plus pourquoi, mais je sais que j'étais fâchée. Donc, Grégoire, je ne lui parle pas. Donc là, je dis à ma soeur, ouais, je crois que j'ai perdu la poche des os, j'ai rompu le bouchon muqueux, non. Elle me dit, mais là, tu dois aller à l'hôpital. Je dis non, en fait, parce que je parle pas à Grégoire et je vais certainement pas lui envoyer un message pour lui dire j'ai perdu la poche des os, en fait. Je crois qu'on s'était disputé un truc comme ça. En tout cas, voilà. Dites-vous que j'ai attendu que Grégoire finisse le travail à 2h du matin, donc le mercredi. Je lui envoie un message le soir où là, je commence à sentir un peu les contractions. Donc je sens les douleurs qui montent. Les contractions, c'est vraiment ça. C'est crescendo, il y a un pic et ça redescend. Et pour moi, je me suis dit, ah, si c'est ça, voilà, c'est supportable et tout, tranquille. Attendez. Donc là, on est le mercredi soir. Donc j'ai passé toute ma journée, je me suis préparée, nanana. Donc le soir, à peu près vers 20h, 23h et tout, je sens vraiment que là, les contractions montent. Je lui envoie un message, je lui dis, tu finis le travail à quelle heure? Parce que là, j'ai rompu ma poche des os et tout. Il m'a dit, est-ce que ça va? Est-ce que tu peux attendre? Est-ce que c'est pas trop douloureux? Je lui dis, ben écoute, il est déjà telle heure. Donc en vrai, fini de travailler, tu viens me chercher, mes affaires, elles sont prêtes. Donc moi, le temps qu'il arrive, je suis sur le ballon, comme ça, je suis en train de souffler. Je fais quoi? Pose l'extension de cils. Parce que qui va se négliger en fait? Qui va se négliger? Je vais pas me négliger. Mais certainement pas. Donc là, je pose mes extensions de cils, je fais mes petits trucs, je suis bien, homme flic, machin et tout. Donc monsieur arrive, on va à l'hôpital. Donc là, il est à peu près 2h30, 3h du matin. La dame, je dis, je crois que j'ai perdu la poche des os mardi matin. Elle me dit, ouais, mais pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt si vous pensiez que c'était ça et tout. À ce moment-là, je réponds pas parce que c'était par orgueil d'envoyer un message à Grégoire. Donc je lui dis, ouais, mais en fait, j'étais pas sûre et tout. Et en vrai,
Non, en vrai c'est faux. Je savais que j'avais pas fait pipi sur moi, donc c'était la seule possibilité en fait, c'était ça. Donc elle me met une sorte de coton-tige à l'intérieur, elle me dit bon, attendez 15 minutes, je vais voir si c'est vraiment la poche des os, si c'est ça, on vous garde. Elle revient, elle me dit que c'est ça, on fait le monitoring, on fait tous les trucs et tout, elle me monte en chambre. Dites-vous que c'était le mardi matin que je perds les os. Là, on est le mercredi. En fait, il faut savoir que à partir du moment où vous rompez la poche des os, ça envoie un signal et des hormones et ça commence le travail. Donc, vous commencez à avoir des contractions. Et il y a des femmes qui ne rompent pas la poche des os et elles, le travail commence déjà. Pourquoi? Parce qu'elles ont leur utérus qui s'ouvre. Leur utérus s'ouvre et en fait le bébé il descend, elles n'ont même pas vraiment le temps d'avoir les contractions. La douleur qu'elles ont c'est le cercle de feu. Donc quand le bébé... mais c'est moi qui parle, d'accord? Quand le bébé sort en fait, c'est à ce moment-là. Et il y a une grosse différence entre quand vous allez accoucher, vous avez des contractions tout de suite, avoir les contractions mais ne pas avoir la dilatation du col. C'est trop difficile. Et moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu des contractions, le travail commençait, mais quand on est arrivé, la dame, elle m'a dit, en fait, vous êtes ouverte qu'à 1,5 doigt. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc de là, j'ai dit, écoute, moi, je veux pas de péridurale. J'ai dit, accouchement physiologique naturel. Donc j'attends. On est toujours le mercredi, la journée passe, j'ai mal, je prends Grégoire, je crie, on marche, je mets de la musique, j'avais fait une playlist louange, on me laisse la salle. Mais les contractions sont de plus en plus intenses, je sens que là je suis comme ça, je crie et tout, Grégoire. Non, je vais pas crier Grégoire, évidemment. Je sens une contraction, au moment où je lui dis, je sens que ça va venir, parce que vous sentez la contraction venir. Ça y va vraiment crescendo. Je lui dis, ça vient, mais tu fais rien pour moi. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse si j'ai pas? À ce moment-là, plus de comportement en fait. En fait, je criais pas, mais j'étais en mode, voilà, très nerveuse. Les sages-femmes, elles sont super gentilles. Elles me disent, écoutez, et elles parlent comme ça à Grégoire et elles lui disent, écoutez, si vraiment ça continue, que le col ne se dilate pas, dans tous les cas, le jeudi, il va falloir la déclencher. Il faut qu'elle prenne la péridurale. Elle n'a pas dormi depuis mardi. Elle est là, elle est comme ça. C'est pas possible. Donc là, je dis, allez, si mon col de l'utérus n'est pas ouvert à 5-6, je vais prendre la péridurale parce que je vais souffrir pour rien et je vais pas dormir en fait. À ce moment-là, il est, je crois, 21h. Je vois que mon col, il est ouvert que à 3. Je me dis, non, mais là, c'est pas possible. Ils appellent l'anesthésiste. Il me fait le truc. En fait, j'avais tellement peur d'avoir une contraction pendant qu'il me pique et de bouger et d'être tétraplégique ou paraplégique que j'ai serré la main de Grégoire tellement fort, il a saigné. En fait, j'ai plus eu peur que mal, vraiment plus de peur que de mal, c'était vraiment ça, parce que je n'ai pas senti la péridurale, je n'ai eu aucune douleur par rapport à la péridurale, mais vraiment rien du tout. Donc je vous disais, je n'ai pas eu de douleur par rapport à la péridurale, donc je prends la péridurale, j'arrive à dormir, les dames viennent régulièrement surveiller mon col si bébé descend pas et tout. Dites-vous que le temps est passé, le lendemain 9h, je me réveille en pleine forme, j'ai pu dormir, me reposer, enfin en pleine forme, on se comprend. J'ai pu me reposer quand même un petit peu. Elle vérifie mon col et je suis que à 9. Bon, 9 c'est déjà bien, mais dites-vous que depuis quand j'ai rompu la poche des os là le mardi, c'est que le jeudi, attendez, j'ai bien fait le calcul, mardi, mercredi, jeudi, oui. Ce n'est que le jeudi vers 9h que ma poche, que j'ai été un peu dilatée à 9. Donc quand il y a eu la dilatation complète, l'une des sages-femmes m'a dit, écoutez, on va attendre un peu que le bébé descende, 2 heures. Le temps arrive, bébé est suffisamment dans le sens. Et là, elle me dit, écoutez, on va commencer à pousser. Je me mets en position, je commence à prier. J'ai papa poussin, donc Grégoire qui est à côté. On dirait c'est lui qui accouchait. Grégoire était accouché en PLS, en train de souffler comme ça. Je lui disais gentiment, écoute, tout ça pour pas lui dire, en fait, là t'es en train de me déconcentrer, fous ton cul sur la chaise, c'est moi qui suis en train d'accoucher. Espèce de... Quoi? Mais pourquoi tu as fait ça? Et pas qu'il y a de la thune dans le... Mais pourquoi tu as fait ça? Mais tu es pas normal. Comment? Mais je veux plus te voir. Allez, prends ton sac et casse-toi. Fous le camp. Mais en fait, j'avais pas envie de me mettre de la tension et un bad mood, donc je lui ai dit, écoute, si tu te sens pas bien, va à côté. Il me dit non, il reste à côté, il souffle. Tout du long, j'ai eu des contractions, mais au moment où il fallait pousser, j'en avais plus. Et les contractions, c'est une force interne qui vous aide.
Les sages-femmes, en tout cas moi, comment ça s'est passé, elles m'aidaient et elles me disaient de pousser selon si j'avais une contraction ou pas. Donc on attendait les contractions, mais moi j'étais fatiguée. Un moment, on prend le pouls du bébé, mais le rythme cardiaque du bébé est le même que le mien, donc on ne sait pas si c'est son rythme, si c'est le mien ou si c'est les deux. Donc on fait des pauses, enfin bref. Et à un moment, je pousse, elle me disait « Ah, c'est bien, vous poussez trop bien et tout, c'est top ». Mais moi, je ne les croyais pas, je pensais qu'elle me disait ça juste pour me faire du bien. Mais le problème, c'est quand vous poussez, là, ça remonte un peu. Il y a un petit effet, on va dire yo-yo qui se crée. Donc, il faut pousser, attendre, tu relâches. Et c'est reparti, il faut faire ça vraiment pour que bébé descende. À un moment, je suis là, je dis, mesdames, je suis fatiguée, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne? Machin, elle me dit, épisiotomie, mais je vous promets que vous pouvez le faire sans. J'ai eu un personnel médical comme ça. Elles n'ont pas voulu prendre de forceps de ventouse et tout, elles savaient que je voulais du naturel, elles m'ont aidée. Il y en a même une qui massait mon périnée pour l'assouplir, elle m'a dit « Oh, il se passe bien, c'est bien, ça s'assouplit bien ». Donc elle massait pendant que, entre le temps où je poussais, elle vérifiait. Elle m'a dit « Écoutez, là pour vous soulager, c'est épisiotomie, mais madame, je crois que vous pouvez le faire sans, allez-y et tout ». Et là, je pense à un verset, et d'ailleurs j'avais un pen, je vais vous montrer ce que j'avais tout du long pour m'aider pendant les contractions. Je tenais le pen et je serrais fort afin, entre guillemets, de transporter la douleur ou de passer la douleur sur autre chose, entre guillemets. Donc à ce moment-là, je dis non mais Seigneur, j'ai pas fait tout ça. Le bébé est presque sorti pour que je dise j'en peux plus. Je pense à un verset qui dit vous courez sans jamais vous fatiguer, vous allez enfin bref, je vous mettrai le verset. Je pense à ça et je dis je pousse et là je repousse, le bébé sort. La dame elle m'a dit oh là là vous avez poussé tellement vite, comme ça d'un coup les 2 dernières poussées j'ai tout donné. Elle m'a dit ouais bébé avait même le col autour du cou, elle a glissé sa main, elle me donne mon bébé comme ça, elle me donne mon bébé, je suis comme ça, je suis bougée, je pleure, je dis c'est bien, donc le sexe du bébé, je vérifie, je dis ok c'est bien ça, mon bébé avait un peu avalé de liquide, donc du coup Grégoire part avec bébé, on lui fait les soins, on le nettoie, j'ai eu mon bébé direct. On n'a pas accouché, nous. On me met sur la chaise roulante. On m'a mis en sorte de bustier pour faire le portage. Donc j'ai mon petit bébé comme ça. Oh là là, j'oublierai jamais ce souvenir. La délivrance quand le bébé est sorti comme ça, qu'on me l'a donné. J'oublierai jamais. Le séjour à l'hôpital se passe bien. Grégoire a son sorte de fauteuil clic-clac pour dormir. J'ai mon petit déjeuner. Même le repas de l'hôpital, je m'étais dit mais pourquoi ils donnent tout le temps des légumes, des trucs comme ça? En fait, quand vous poussez, des fois vous pouvez avoir des hémorroïdes ou même être constipé et tout ce qui s'ensuit. Dites-vous que pour moi, le plus difficile, ça n'a pas été l'accouchement ou même là les contractions où j'ai souffert. Comme j'étais préparée parce que j'ai toujours voulu ça, pour moi c'était pas ça le plus difficile. Le plus difficile ça a été après. Comme j'ai eu la péridurale, j'avais un cathéter. Et on vous dit si vous arrivez à faire pipi, après on vous enlève le cathéter. Je n'ai pas réussi à faire pipi jusqu'à la fin de mon séjour à l'hôpital. On m'a mise une sonde urinaire et ça a été, je crois, la pire expérience de toute ma vie parce que j'étais pas préparée, parce que je ne savais pas. La dame, elle est venue me mettre la sonde dans le vagin, oui, parce qu'on vous le met dans l'urètre. Elle venait comme ça, j'étais comme ça. Et je pleurais, j'avais une sonde urinaire, j'avais l'impression d'avoir eu une régression. Franchement, Dieu merci. Et que Dieu vous bénisse et bénisse toutes les personnes qui ont des problèmes de santé parce que c'est pas facile. Moi, juste ça, j'étais en PLS. J'avais ma sonde urinaire, ma poche là que je devais trimballer partout. C'était clairement horrible. Je ne pouvais pas. Donc, je vous mettrai des photos. Après, on vous donne aussi une sorte de... On remplit un préservatif avec de la glace que vous devez insérer dedans parce que des fois, vous pouvez avoir le vagin comme un chou-fleur. Sincèrement, j'ai dit à la dame, je dois faire quoi avec ça, là? Elle m'a dit, vous le mettez. J'ai dit, non, c'est pas possible. Après, ce qui est sorti, il n'y a plus rien qui va rentrer, là. Donc, je l'ai posé comme une serviette hygiénique
Vous voyez, je l'ai mis à l'horizontale, je l'ai pas mis en vertical au fond de moi, hein, c'était impossible. En fait, pour moi, le plus dur, ça a été cet épisode d'avoir la sonde urinaire, de ne pas pouvoir uriner. À savoir aussi que ça a duré presque 2 mois, 1 mois et demi. Pour vraiment pouvoir faire pipi, c'était compliqué. J'ai eu des déchirures internes, je savais pas que c'était possible, donc vraiment dedans. D'ailleurs, j'ai pas eu de déchirures externes. Ah oui, j'ai dit à la dame, madame, quand je venais d'accoucher, madame, excusez-moi, est-ce que j'ai fait caca? Elle m'a dit non, pas du tout. J'ai dit, vous êtes sûre? Elle m'a dit oui, vous avez pas fait caca sur vous. Voilà, ça c'était aussi une information importante. Donc le plus dur, ça a été vraiment le post-accouchement, quand je suis rentrée chez moi. En fait, tout s'est bien déroulé, j'étais à l'aise. Ce qui est bien, c'est que les dames sont venues me montrer pour l'allaitement. Elles prenaient mon sein, mettre dans la bouche de bébé, montrer le positionnement, ouvrir la bouche de votre enfant pour qu'il puisse absorber au mieux le téton, pour que ça rentre et que ce soit pas que le téton mais vraiment tout l'auréole du sein pour ne pas créer de crevasses et tout ce qui s'ensuit. Donc mon allaitement s'est passé parfaitement parce que j'ai eu tous les meilleurs conseils. Même on vous dit, 1 mois après votre accouchement, il est possible que vous ayez une chute d'hormones, donc une baisse de lactation. Et souvent les femmes se disent ah non, je ne produis pas assez de lait, elles vont introduire le biberon. Donc là il suffit juste de stimuler plus votre bébé, favoriser en fait l'allaitement pour favoriser encore plus de lait. Je ne sais pas si vous comprenez, mais ça c'est hyper important. Voilà, et si vous avez des questions, des demandes par rapport à l'allaitement, franchement je pense que je pourrais vous répondre pas comme une professionnelle mais au mieux parce que moi les conseils qu'on m'a donnés m'ont aidé et m'ont permis aujourd'hui d'avoir eu un beau postpartum, un bel accouchement. Et je pense que si vous avez un bon postpartum et que vos désirs en tant que femme pendant la grossesse, l'accouchement et le après, ça aide à ne pas avoir une dépression postpartum. Donc après tout ça, moi j'habitais chez ma mère, donc j'avais ma mère avec moi pendant 1 mois et demi. Mon bébé, c'est un bébé facile, je vous ai dit, bébé est là, vous l'entendez pas. L'enfant fait pas de bruit. Poussin chouine un peu parce que c'est l'heure. Poussin en a marre, ben là vous l'entendez. Mais c'est pas un bébé qui pleure, des gros pleurs et tout. Pourtant là, je vous dis, l'enfant en a marre. Là, ça fait plusieurs fois que bébé vient vers moi. L'enfant est saoulé, mais on l'entend pas. Je peux tourner une vidéo sans des ouin, des ci, des ça. Enfin bref, c'est génial. Dieu merci. Pendant mon postpartum, ben voilà, le plus dur c'était ça. J'avais du mal à uriner. J'étais très nerveuse, très sensible. J'avais ma maman avec moi pendant 1 mois. Si vous pouvez avoir une personne de confiance avec vous quand vous accouchez pour vous assister. Moi, franchement, j'ai pas connu la grosse souffrance parce que je dormais, ma maman venait récupérer le bébé. Grégoire et moi, on était comme ça. Quand elle sentait que bébé avait faim, elle m'apportait bébé pour que je lui donne à manger. Après, elle récupérait. Donc ça a fait que j'étais tranquille. Et comme aussi j'ai un bébé chill, ça m'a aidé psychologiquement. J'ai un bébé qui a fait ses nuits à partir de 1 mois et demi aussi. Donc c'était bon des réveils dans la nuit, mais des réveils où voilà, je cherche le tété. C'est pas je me réveille, je veux vraiment me réveiller quoi. Limite en état de somnolence. Et ensuite les conseils que moi je vous donnerai et que j'aimerais savoir. Premièrement, quand vous accouchez, si vous voulez recevoir personne à la maternité, vous recevez personne à la maternité. Moi, ça s'est bien passé. Je pense que j'aurais dit non à une certaine visite. N'hésitez pas à imposer vos limites. Si vous ne voulez pas sortir avec votre bébé, si vous ne voulez pas faire de sortie jusqu'aux 3 mois de l'enfant, un bébé c'est fragile. Si l'enfant décède ou il y a un problème, c'est vous qui serez le plus impacté. Je parle bien de la maman. Le papa également, mais c'est pas pareil. En tant que femme, en tant que mère, votre corps change, votre vision change, votre façon d'être change, tout votre monde est bouleversé, votre corps a subi l'un des sévices les plus sévères que vous subirez peut-être jamais. Posez vos limites, n'ayez pas peur de dire non. Un bébé, c'est un futur adulte, ils auront toute la vie pour le voir. Pas besoin d'attendre les premiers mois là. Si vous voulez rester 3 mois avec votre bébé, vous restez 3 mois avec votre bébé, ok? Je dirais ça. Écoutez-vous. Fatiguée. Donc je me mets comme ça pour vous parler. C'est vous la maman, c'est vous. En fait, ça va vous développer comme qui dirait un 6e sens. En fait, on va vous conseiller des choses, que ce soit votre propre mère, vos frères, vos sœurs, vos proches. Mais c'est vous qui allez ressentir ce qui est mieux pour votre bébé. Moi, en tout cas, ça a été ça. On m'a donné certains conseils, j'ai pas appliqué. Et aujourd'hui, ça m'a aidé énormément dans ma maternité. Faites-vous confiance. Renseignez-vous le plus que possible. Et comme je sais que cet enfant
c'est un bébé aujourd'hui mais un futur adulte et qu'on vit dans une société où la nourriture est transformée, le système médical est... Enfin bref, on va pas rentrer dedans, mais tous les domaines dans lesquels nous sommes sont infectés, pollués. Si je peux offrir aujourd'hui le meilleur pendant que mon enfant est bébé, pour que ce soit un futur adulte avec une bonne santé, bah je le fais. C'est pour ça que je fais mes petits pots toute seule, que je continue d'allaiter. C'est pas facile, mais c'est ok. Parce qu'en fait, j'ai toujours voulu être maman, j'ai toujours voulu vivre ça. Donc en fait, je prends la vie côté plaisir, même si, je vais pas mentir, il y a eu des phases de postpartum où en fait vous avez l'impression que vous allez être pas folle, mais à la folie. Genre vous vous énervez, vous êtes en mode lionne. En fait, vous êtes vraiment en mode lionne. Mais aujourd'hui, ça m'a forgé un caractère et je pense que tout ça vous prépare à être un potomitan pour votre foyer, pour vous. Et le meilleur conseil que je peux vous donner, mettez-vous, vous, en priorité avant tout le monde. Parce que si vous êtes une faille, votre enfant dépend de vous et donc votre enfant va être une faille. Si le poteau qui tient la maison tombe, tout le monde tombe. Et on sait que la femme, chez nous on dit ça aux Antilles, nous c'est des potomitans. On est ceux qui tiennent le poteau au milieu de la maison. Vous voyez, le mur porteur du foyer, c'est nous les femmes. Si nous, on va pas bien, notre enfant, notre conjoint ira mal également. Il faut être ferme et donc se mettre en priorité. Tu veux aller à la salle, tu veux continuer à sortir avec tes copines, faire tes ongles, tout ça, mets-toi en priorité. Et tu verras que si tu vas bien, tu seras tellement de bonne humeur, cette humeur-là, tu pourras lui donner et transmettre à ton enfant. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc tu peux pas donner de la joie de vivre et du bien-être à ton enfant si toi t'es pas dans ta joie de vivre et t'as pas de bien-être en toi. Donc c'est l'un des meilleurs conseils. Fais-toi confiance et mets-toi en priorité. Ton bébé est là, mais c'est une part à part entière de toi. Tu es devenue maman, mais tu n'es pas que une maman. Tu étais une femme avant d'avoir un enfant et tu seras une femme même après. Et les femmes, on est des guerrières, on est trop fortes. On pousse, rien qu'avec nos muscles internes, plus de 2, 3, 4, 5, 6 kilos. Nous les femmes, nous sommes des warriors. Et que tu sois maman célibataire, que tu sois en couple, que tu aies 10 enfants, que tu aies eu des grossesses interrompues, que tu sois dans l'attente d'avoir des enfants, tu es une perle précieuse. Tu es un bijou. Tu as été créé à l'image de Dieu. Vous savez, la femme dans la Bible, c'est Ézer. C'est pas une aide, genre, c'est le secours de l'homme. Quand on dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu en aide, qu'il est venu, qu'il a donné sa vie. Jésus est un secours pour nous et la femme, on est de même pour l'homme. C'est la raison pour laquelle on a été créé, parce qu'on est des super-héros. J'espère que j'ai tout dit. Encore une fois, si j'ai oublié des choses, je mettrai en description, je rajouterai à l'écran, mais voilà. Bébé est fatigué et moi aussi, je vous fais plein de bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Peut-être un home tour, je pense. Allez, plein de bisous, bye bye. Oh,